I care about climate justice. Assurer une meilleure protection de l'environnement. Nous sommes face à des défis, des grands changements. Ces défis sont planétaires. Alors, soyons à la hauteur de l'urgence écologique. Don't forget nature. Soyez les bienvenus dans Go Solutions Durables, spécial bois, arbres et forêts. Et quel meilleur ambassadeur que le maître charpentier Thomas Buchy. Un morceau de bois ou un arbre, vous pouvez lui dire « je t'aime », il va vous le rendre. Les autres matériaux, c'est peu probable. Le bois reste sous-exploité, c'est pourtant un matériau de construction inégalable. Et pour nous en convaincre, les plus belles réalisations vont vous révéler leurs secrets. Nous avons plusieurs niveaux de sous-sol, donc il ne fallait pas avoir un bâtiment trop lourd. La place des arbres en ville, nous verrons comment concilier le besoin de nature et également les moyens de lutter contre le réchauffement climatique. Ça apporte aussi un élément de fraîcheur. La forêt éveille également les consciences et ça commence dès le plus jeune âge dans les éco-crèches et les adultes également qui apprécient beaucoup les bains de forêt. Dans la possibilité de ralentir et de se remettre en contact avec un petit peu ce qui nous entoure. Go Solutions Durables, spécial bois, c'est parti. Et je suis très heureux d'accueillir Thomas Buchy, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'au mois de mars, on a l'arrivée du printemps, la journée internationale des forêts également. Et c'est vrai que depuis le début de cette émission, je me disais un jour, on fera une thématique complète sur le bois, l'arbre, la forêt. Et c'est Thomas Buchy qui viendra nous en parler. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et d'être accueilli sur le plateau pour parler d'un sujet qui me passionne depuis toujours. Thomas Buchy, pour vous, ce contact avec le bois, vous l'avez depuis très longtemps, même avant de monter votre société, il y a une trentaine d'années, ça remonte à votre enfance même. Hein. La première fois que j'ai eu un contact avec le bois, paradoxalement, j'étais petit garçon et j'ai été renversé à Zermatt par une calèche. Et comme je saignais au menton, on m'a amené dans un petit atelier où il y avait un sculpteur qui faisait des masques là-bas ou quelque chose du genre, enfin un petit ébéniste. Et on m'a mis de l'alcool sur la joue, ça m'a affreusement brûlé, j'en ai encore le souvenir, mais il y avait l'odeur des copeaux. L'odeur du bois, et je crois que c'est à ce moment-là que ce parfum est monté en moi. Dans un moment pas forcément agréable, mais c'est ça qui est resté. Donc ça a été un choc. Après, vous avez complètement sublimé, transformé le bois. Vous le faites encore aujourd'hui avec votre entreprise, avec de très belles réalisations. Pour vous, c'est vraiment le bois, c'est vraiment une solution durable de manière transversale sur beaucoup de niveaux. Alors, le bois, c'est d'abord un matériau séculaire. On l'a toujours utilisé. Il a été plus ou moins à la mode à des moments en fonction aussi du développement industriel. Mais pour moi, c'est avant tout la relation de l'homme avec le vivant. Je disais une fois malicieusement, il y a quelques années au Grand Conseil, lorsqu'on a eu une répartie entre la construction acier et la valorisation du bois, je disais, un morceau de bois ou un arbre, vous pouvez lui dire « je t'aime », il va vous le rendre. Les autres matériaux, c'est peu probable. Il y a une vibration, quelque chose qui va vous relier simplement à la nature, à la vie. Et finalement, on est vivant, on fait partie de ça, et l'homme ne pourra pas vivre sans les arbres. Donc notre forêt, on doit autant la soigner que la valoriser. Pour vous, c'est vraiment important qu'aujourd'hui, on redécouvre en fait ce qui a toujours existé, mais qu'on renoue ce contact avec le bois, et c'est une réponse aux questions d'aujourd'hui. Le paradigme qui est en train de changer, c'est que le développement durable, c'est une économie performante, une société solidaire, un environnement protégé. Et il faut bien sûr que l'économie y trouve son compte et sa place. Pourquoi on déforeste l'Amazonie, par exemple ? C'est parce que la forêt n'a pas de valeur. Donc on préfère y remplacer par des cultures de soja transgénique, par exemple, ou ouvrir des mines à ciel ouvert, dans des conditions effroyables. Mais si on construit avec les arbres, par exemple, et qu'on leur donne un débouché économique, la forêt, tout à coup, a une valeur. Donc, on va la préserver. C'est ce qui se passe en Europe, par exemple. C'est important de donner une valeur à la nature, à la forêt, pour les services qu'elle nous rend, sur tout son cycle de vie, d'ailleurs. Oui, parce que l'homme, malheureusement, il détruit toujours ce qu'il considère comme n'ayant pas de valeur, surtout économique.
Alors le bois, c'est un des matériaux de construction que vous connaissez bien, Thomas Buchy, bien entendu. C'est également une solution pour évidemment remplir cet objectif du développement durable de l'agenda 2030, pour une production, pour une consommation responsable. Et on en a l'illustration parfaite avec vos plus belles réalisations. En 2002, le pavillon de l'équilibre trônait au milieu de l'exposition nationale à Neuchâtel. Construit entièrement en bois suisse, il avait pour mission de sensibiliser ses visiteurs au développement durable. Aujourd'hui, sa vie continue sur le site du CERN à Genève. Il a été rebaptisé Globe de la science et de l'innovation et abrite une exposition permanente. Les constructions tout en bois ne sont pas encore très développées dans le canton. Pour la fêtière de l'économie suisse de la forêt et du bois, il n'y a pas assez d'architectes qui maîtrisent ce matériau. Nous avons un travail à faire au niveau de la formation, dans les différents niveaux, parce que les métiers du bois sont des métiers magnifiques. Et ensuite, nous avons indiscutablement des contacts à avoir avec les investisseurs, de manière à ce qu'ils réalisent qu'un investissement bois est un investissement de qualité, c'est un investissement durable. Et à ce moment-là, les corps de métier prendront mieux conscience de la nécessité de mieux maîtriser le bois. Sur le plan environnemental, le bois a un impact moindre que d'autres matériaux. Une structure en bois génère 2 fois moins de gaz à effet de serre que si elle est construite en béton. Ces dernières années, des réalisations innovantes ont fait leur apparition autour de la Place des Nations. Cet hébergement collectif pour requérants d'asile, un opéra éphémère ou encore l'extension de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en bois européen. Alors la particularité de ces panneaux, c'est qu'ils sont micro-perforés, ce qui donne une qualité acoustique optimale pour une salle de cette taille. Nous avions demandé à l'architecte de nous construire une salle entre 800 et 1000 places. Et évidemment, avec la place qui était disponible sur le terrain, c'était un vrai challenge. Et le seul moyen de le réaliser, c'est de faire une salle surélevée. Également, nous avons plusieurs niveaux de sous-sol, donc il ne fallait pas avoir un bâtiment trop lourd. Quelque chose qui est caractéristique, c'est le parfum de bois qui rend extrêmement zen. Ça se ressent au niveau d'une conférence. Ce que nous avons entendu des délégués qui viennent dans nos réunions, c'est qu'effectivement, ils aiment entrer dans la salle, ils aiment être dans la salle. Et je pense que ça se ressent avec ces couleurs, ces mélanges, cette harmonie générale. Et le fait que la salle est aussi légèrement surélevée, ce qui permet de mieux voir les uns les autres que si on était sur une surface plane. Une telle salle de conférence reste rare, mais pourrait bientôt en inspirer d'autres. Thomas Buchy, c'est magnifique tout ça. On vient de voir la salle de l'OMPI, c'est 35 mètres en porte-à-faux. Donc c'est un clocher de village que vous concevez, que vous posez à plat, mais il n'y a pas de poteau au bout pour le tenir. C'est d'ailleurs le record du monde d'un porte-à-faux en structure bois. Alors oui, on a la fierté de le détenir, mais vraiment, c'est pas seul, c'est à plusieurs. Et je sais que vous accordez beaucoup d'importance au label bois suisse notamment. On va s'intéresser au label de manière plus globale. Avec vous, Fabienne Sinclair, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice marketing chez PEFC International. PEFC, c'est le programme de reconnaissance des certifications forestières. Ce label, quand on le voit, alors ne serait-ce que sur un emballage de thé, une tablette de chocolat ou sur une publication, qu'est-ce qu'il apporte comme garantie aux consommateurs ? Alors, donc ce logo que vous voyez, avec les 2 arbres et le loup et le cercle Mobius, signifie que le produit que vous avez en main, donc soit la boîte que vous avez achetée, soit les poutres que M. Buchy va utiliser pour ces magnifiques constructions en bois, sont issues de forêts gérées durablement. Et cela signifie qu'il y a des cahiers des charges dans ces forêts et il y a aussi le travail dans la forêt, donc sur le terrain, et aussi la traçabilité. Donc une fois que l'arbre sort de la forêt, comment va-t-on assurer que cet arbre, jusqu'au produit fini que M. Buchy va utiliser ou bien le papier sur lequel on écrit, est certifié PEFC? Et comment cette certification est après contrôlée à chaque étape? Une fois que le label est accordé, quels sont les contrôles après par la suite que vous opérez? Dans la certification forestière, il y a 2 aspects principaux. La forêt et la chaîne de contrôle dans tous les fournisseurs, dans la chaîne de valeur. Le certificat PEFC est délivré après une audit pour 5 ans et il y a des révisions annuelles.
Cette labellisation, Thomas Buchy, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se pratique généralement, qui est même un passage obligé lorsque vous faites un nouveau chantier, une nouvelle réalisation? Pour nous, oui, comme prescripteur, c'est un passage obligé. Parce que je ne peux pas envisager de concevoir un projet en bois en me disant qu'il se fait sur le saccage de la forêt au détriment du vivant. Donc nous, lorsqu'on rédige des soumissions et des appels d'offres, on va toujours intégrer la labellisation et la demander. Si on a des clients qui nous demandent l'utilisation de bois qui viennent de pays, on pourrait dire d'outre-mer ou tropicaux ou autres, alors là, on va se tourner vers les labels PEFC ou FSC ou autres, et on va les introduire dans la soumission. Pour être dans cette lignée-là oui, de durabilité. Et aussi informer les clients, parce que souvent, ils n'ont pas l'idée qu'ils ne le savent pas. Donc, on les sensibilise à cela. Je n'ai jamais eu un refus. C'est-à-dire qu'au moment où on explique le pourquoi et l'importance de la labellisation, généralement, les maîtres d'ouvrage y suivent, que ce soit public ou privé. Merci beaucoup Fabienne Sinclair, directrice marketing chez PEFC International. Thomas Buchy, on va s'intéresser maintenant davantage aux arbres, notamment en ville. C'est vrai que pour que les villes puissent remplir leurs objectifs de durabilité, eh bien, la présence des arbres, c'est important. Est-ce que vous saviez, par exemple, il y a une étude qui est sortie, 80% des Genevois se situent en moyenne, c'est une moyenne, à 5 minutes d'un espace vert. Oui, je peux tout à fait envisager qu'à 5 minutes à pied, en gros, on arrive dans la verdure. C'est salutaire. Exactement. C'est un peu mieux que dans des villes, par exemple, comme Barcelone, où ce chiffre est 2 fois moins élevé. On va voir justement que les arbres, c'est évidemment une solution durable majeure pour les villes. 82% des Genevois habitent à moins de 5 minutes à pied d'un parc, selon une étude de l'Université de Genève. En comparaison avec les villes européennes, la cité de Calvin est bien dotée en termes d'espaces verts, en particulier en ville de Genève. Carouge et les quartiers périphériques comme le Lignon le sont moins. Mais l'étude concerne uniquement les parcs publics. On est en train de faire une deuxième étude maintenant où justement on est en train d'étendre ça au niveau national et d'essayer de voir aussi l'accessibilité aux forêts. Parce que bien entendu, si on pense au Lignon, les gens vont nous dire mais les rives du Rhône, il y a plein de zones forestières, il y a plein de zones vertes. Les forêts occupent 10% de la surface du canton. Elles sont localisées majoritairement dans les zones rurales, mais on en trouve aussi en ville. C'est le cas de la campagne de Jonc à proximité de l'aéroport. C'est intéressant de voir que la population, elle fait une différence entre un parc et une forêt. En fait, un parc, pour eux, c'est aménagé, il y a des bancs, c'est ouvert. Et une forêt, on voit dans les enquêtes qu'on a fait, ils ont envie de trouver ce contact avec le sauvage. Ça apporte aussi un élément de fraîcheur, un élément de délassement, un espace où on peut se délasser. L'État est propriétaire de la moitié des forêts, un peu plus de la moitié des forêts dans le canton. Donc là, on les gère en direct. On essaye aujourd'hui de travailler de manière diversifiée, d'amener le plus de diversité. C'est intéressant par rapport au réchauffement climatique. On ne sait pas quelle essence va être la plus résistante à l'avenir. Si on prend l'ensemble des espaces verts, 21% du canton est couvert d'arbres. L'État veut augmenter ce taux de canopée à 30%. Pour les arbres isolés, ce serait 100 à 150 000 végétaux en plus. En France, une start-up a pour ambition de planter 1 milliard d'arbres. Son principe, mettre en relation des entreprises qui veulent compenser leur émission de CO2 avec des communes qui possèdent des terrains. Ça permet effectivement de rafraîchir localement, ça permet aux villes de construire des puits de carbone, ce que nous faisons en ce moment à Mulhouse. Et puis ça a un gros avantage, c'est que comme notre modèle est de vendre ces projets à des entreprises, ce sont donc des entreprises qui achètent ces projets et donc les communes se contentent d'héberger, donc ça ne leur coûte pas d'argent. Prix d'une opération forestière, un peu plus de 100 000 € l'hectare, soit 30 000 arbres. Thomas Buchy, vous êtes toujours avec nous. On va accueillir Bruno Pozzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur européen du programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est basé à Genève. Avec vous, on va découvrir les solutions basées sur la nature. C'est vraiment une solution durable, des solutions durables que vous développez énormément pour lutter notamment contre le changement climatique. Et les arbres en font partie. Tout à fait. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que pour pouvoir lutter contre le changement climatique, il faut évidemment diminuer les émissions de CO2, il faut adapter, il faut mitiguer, comme on dit en mauvais français, mais il faut également investir dans la nature. Et donc la nature nous donne un ensemble de produits, de solutions qui permettront également
presque jusqu'à 30% en fait, de la lutte contre le changement climatique peut venir de la nature. Pour cela, il faut réellement investir dans la nature et changer la relation qu'on a à la nature. Eh bien, si on reboise, un arbre peut jouer le rôle de 5 appareils de climatisation. Un seul arbre, s'il est bien pensé, s'il est bien utilisé, on diminue fortement l'impact de chaleur en été et on retrouve une ville qui est agréable. On le sent alors lorsqu'il y a une canicule, quand on passe à proximité d'un bois ou d'un parc, notamment à Genève, on perd quelques degrés facilement. Tout à fait. Alors Genève est un bon exemple parce qu'il y a eu des investissements importants dans le reboisement et dans le développement des espaces urbains. Nous, avec le Geneva Environment Network, le réseau environnemental de Genève, on pousse beaucoup ces idées dans la Genève internationale. Et à travers ce qu'on sent dans les Nations Unies, dans une ville comme Genève, on peut aussi promouvoir auprès d'autres villes européennes ces solutions basées sur la nature. On travaille pour l'instant avec la Serbie, avec la Turquie ou avec le Kazakhstan pour faire des choses similaires. Il y a un autre aspect qui est très important, cette fois qui est plus mondial, pour avoir davantage d'arbres, pour la reforestation. La technologie peut nous aider, notamment les drones. Alors oui, la technologie est vraiment quelque chose qu'on souhaite utiliser. Quand on dit solution basée pour la nature, on ne regarde pas en arrière. En fait, on regarde vraiment, on se projette, on veut créer des opportunités. Et donc la technologie est un élément très important. Vous savez qu'un drone fait le travail de 60 planteurs en quelques heures. Donc on peut massivement... On peut semer massivement. Voilà, semer massivement. Mais on peut également, grâce à la technologie, diminuer l'utilisation de l'eau dont on a besoin pour les plantations, pour la reforestation. Et donc on arrive à des modèles mathématiques de gestion qui sont incroyablement efficaces et qui permettent du coup un développement d'écosystèmes très harmonieux et très efficace en termes de lutte contre le changement climatique. Merci Bruno Pozzi, directeur européen du programme des Nations Unies pour l'environnement à Genève. Thomas Buchy, c'est vrai que ce contact avec les arbres, ce contact avec ce matériau, le bois, est vraiment intéressant dans la construction. Il y a vraiment ce sentiment de bien-être quand on est dans un ouvrage, dans une construction de réalisation en bois. Alors, il y a le bien-être déjà du matériau en tant que tel, parce qu'il est issu de la forêt. Et donc, c'est un matériau vivant par essence. Et puis après, il y a ces formidables propriétés physiques qui font que le bois est un matériau qui est très peu conducteur. Donc, il ne va pas véhiculer les champs électromagnétiques ou les champs électriques. Alors, d'où l'importance de préserver cette forêt. Justement, cette forêt, comment se porte-t-elle en Suisse? Priscilla Chacon, vous avez étudié les chiffres de plus près. Que peut-on en déduire? La population d'arbres en Suisse est de 535 millions. Cela représente 64 végétaux par habitant. Voici la Suisse vue de l'espace. C'est clair, le vert domine, preuve que la végétation reste prépondérante. En effet, les forêts couvrent près de 1/3 de la surface de notre pays. À titre de comparaison, en Autriche, c'est la moitié de la superficie qui est recouverte de forêts et en Suède, c'est 75%. Parmi les espèces les plus répandues dans nos forêts, il y a l'épicéa, le sapin blanc et le hêtre. Nous sommes parfois émus face à la coupe d'un arbre, mais cette exploitation reste une activité durable. Chaque année, 10 millions de mètres cubes de bois poussent dans les forêts suisses et ce sont 3/4 qui peuvent être prélevés sans les surexploiter. L'arbre, c'est le champion des objectifs du développement durable. Naturellement, il préserve la biodiversité et le climat. Il contribue à notre bien-être et à améliorer la vie en ville. Le bois, c'est une énergie propre. Il garantit 100 000 emplois en Suisse et c'est un signe de production responsable. À l'échelle mondiale, il est un moyen de lutter contre la faim et la pauvreté. C'est un symbole de paix et de justice. À lui seul, l'arbre contribue à près de la moitié des objectifs de développement durable. Merci Priscilla. Alors Thomas Buchy, vous nous parliez du bien-être que l'on éprouve lorsqu'on est au contact du bois. Eh bien le bien-être aussi, ça peut se faire au contact du bois vivant, en forêt. Et ça commence dès le plus jeune âge, pour les plus petits, dans ce qu'on appelle les éco-crèches. Et ça se passe dans le canton de Genève, jusqu'aux plus âgés, aux adultes, qui apprécient beaucoup ces temps-ci les bains de forêt. Depuis août 2019, l'éco-crèche de l'association Éducation Durable accueille des enfants entre 2 ans et demi et 12 ans à Plan-les-Ouates à Genève. Aujourd'hui, c'est jeu autour de l'arbre magique. Ça développe l'imaginaire extraordinaire parce que
si on a déjà, il y a l'absence de jouets préfabriqués. Ils jouent avec ce qu'ils trouvent, les enfants. L'enfant peut prendre un bâton qui peut devenir un crayon, un épée, une baguette magique, une pelle pour creuser. Il peut les lancer, il peut construire plein de choses avec juste des bâtons. En plus de développer leur créativité, dehors, les enfants apprennent à mieux connaître leur corps et leurs ressentis. Ici, à l'extérieur, ça change tout le temps. On va à l'ombre, on va au soleil, il y a un peu de vent, il peut commencer à pleuvoir. Donc l'enfant développe son système immunitaire comme nous par ailleurs, parce qu'il est tout le temps confronté au changement de température. Aussi par le fait qu'il grimpe peut-être ou il court. Et c'est l'adulte qui l'accompagne, ce n'est pas l'adulte qui choisit le schéma pour eux. Si Victory songe à créer des espaces pour les adultes, d'autres ont déjà initié des bains de forêt. Née au Japon, cette pratique simple invite à changer de perception par rapport aux vivants et en particulier aux arbres. Et si vous êtes d'accord, de bien vouloir fermer les yeux un moment. Et de prendre quelques grandes respirations. De vraiment prendre un moment pour être là avec toi. Ça va ? Oui. En fait, déjà rien que l'air que je respire, il dépend de la forêt, il dépend des plantes. Et donc en fait, on est en permanente collaboration. Et on nous a vendu une idée qu'on devait être dans la survie, la compétition, que c'était que le plus fort qui gagnait, ce qui est complètement faux. Tout est un écosystème et tout est basé sur cette collaboration. Et donc peut-être dans une pratique aussi simple et vraiment ouverte à tout le monde que le bain de forêt, on peut commencer à toucher ces espaces-là de tendresse. Et donc de basculer un petit peu notre point de vue, de basculer un peu notre positionnement, et plutôt que justement ça m'appartient, de commencer moi à appartenir. Personne répond. Vous êtes congelé? Ouais, mais bien. mais j'ai beaucoup apprécié, ouais. Puis bon, un monsieur est passé, alors ça m'a un peu sorti de mon truc. Je suis revenue. Regarde comme c'est joli, hein? Thomas Buchy, nous accueillons maintenant Alicia Kaspechak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission des politiques forestières à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et pour l'agriculture. Pour vous, le bois, le rôle de la forêt également, est très important en termes d'économie circulaire. Racontez-nous. Dans la bioéconomie, on vise à utiliser les produits qui sont biodégradables et renouvelables en tant que bois, plus dans l'économie. On parle de cycle biologique, de renouvellement naturel des produits qui sont biologiques. Et aujourd'hui, on regarde comment on peut les intégrer plus dans le cycle économique d'économie, c'est-à-dire dans le cycle technique. Donc, on utilise plus de produits biodégradables en visant d'utiliser moins de matières premières et de construire, de produire des produits dans une façon pour créer moins de déchets. Et dans le moment où on crée des produits des matériaux biodégradables et renouvelables, s'il y a des déchets, on peut les réintégrer dans la nature par recyclage et compostage. C'est important d'harmoniser ces politiques entre les différents pays où les contextes ne sont pas les mêmes. Si on regarde dans les pays développés, en Europe, en Amérique du Nord, Canada, les États-Unis, Russie, nos statistiques nous disent qu'on a les forêts qui accroissent, qu'on n'a pas de problème, qu'on a encore une marge pour utiliser plus de bois. Et c'est pour ça que je parle de toutes ces innovations, parce qu'ils représentent une alternative intéressante et en même temps, ils nous permettent de garder cet aspect durable. Donc, c'est-à-dire, il nous permet le renouvellement des forêts en même temps qu'on utilise plus de matières premières de bois. Merci Alicia Kaspechak. Je rappelle que vous êtes chargée de mission pour les politiques forestières aux Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et pour l'agriculture. Dernière question, Thomas Buchy, j'aimerais que vous nous parliez de cette maison dans le canton du Valais dont vous êtes très fier.
D'abord, oui, parce que j'y réside aussi. Et donc, c'est une maison particulière parce qu'elle produit 2,5 fois ce qu'elle consomme sur le plan énergétique. Et je suis un fervent partisan aujourd'hui de dire un bâtiment, quel qu'il soit, que ce soit une maison individuelle, un immeuble de location ou un immeuble en PPE, doit produire plus d'énergie qu'il ne consomme. Pour moi, c'est une partie de l'avenir de la construction, mais c'est aussi donner beaucoup de liberté à ses habitants. Parce que si vous n'avez plus de charge d'énergie, d'abord, votre porte-monnaie s'en porte mieux. Et puis, vous n'êtes plus tributaire des variations des prix du marché par rapport à votre approvisionnement en énergie. C'est un plaisir, Thomas Buchy, de vous avoir dans Go Solutions Durables. Le mois prochain, votre place, ce sera le prix Nobel de chimie, Jacques Dubochet, qui sera notre invité. Avec lui, on parlera de son domaine de recherche, de l'eau. L'eau, évidemment, l'eau potable, qui est une ressource précieuse. Et puis, un dossier très instructif sur le climat, l'engagement des jeunes, des moins jeunes, et puis également de la justice climatique. Go Solutions Durables, c'est également sur l'aimantbleu.ch. On se quitte avec ces images spectaculaires de cette fresque géante de Dan Asher, cette toile qui a été déployée début mars sur la plaine de Plainpalais. Son nom, We are watching you, on vous observe. Message adressé aux grands dirigeants du monde entier sur le dossier du climat. La particularité de cet œil, il est composé de milliers de photos, dont la plupart sont des visages de Genevois. Dan Asher qui est lui aussi Genevois. À bientôt.